mesdames et messieurs, cher public. Pour Athènes, comme pour toutes les grandes cités du monde hellénistique, la politique étrangère était dominée par le souci d'établir des relations correctes, ou plus, si affinité, avec les monarchies qui dominaient l'Orient méditerranéen. Il est vrai qu'à divers moments de l'histoire du IIIe siècle, les Athéniens furent placés dans l'impossibilité d'avoir une politique indépendante à cet égard. De 262 à 229 en particulier, la longue période de domination de la Macédoine sur leur cité les empêcha d'entretenir les liens très étroits qu'ils avaient noués avec les Ptolémées d'Égypte, à qui ils étaient redevables d'un appui constant dans les 2 décennies ayant précédé la guerre dite de Crémonides. Et pendant tout ce conflit encore, jusqu'à la capitulation de 262. Mais après la libération de 229, qui marque un important tournant historique, Athènes ne tarda pas à renouer avec la cour d'Alexandrie. On avait vu qu'en 224, quand les Athéniens se trouvèrent très dangereusement isolés face à la ligue hellénique du roi de Macédoine Antigone d'Ozone, le soutien qui leur fut apporté par le roi Ptolémée III Évergète avait valu à ce monarque des honneurs exceptionnels, puisque pour lui faire une place dans le panthéon héroïque, sinon divin, de la cité, on n'hésita pas à restructurer l'espace et le temps civique par l'ajout d'une 13e tribu dite Ptolémaïs. Bien que le nombre des tribus, moins d'un quart de siècle plus tard, eût été à nouveau ramené à 12, ce n'est pas la monarchie lagide qui fit les frais de la réforme votée en l'an 200, car les Athéniens ne songèrent nullement à se débarrasser de la Ptolémaïde, même si le roi Ptolémée V, enfant encore mineur à cette date, n'avait rien pu faire pour aider Athènes contre les incursions du roi Philippe V de Macédoine. À cette date, ce sont les 2 tribus macédoniennes, on s'en souvient, qui furent supprimées, tandis que dans la foulée était créée une nouvelle tribu, l'Athalis, en l'honneur du roi Attale de Pergame. De fait, comme l'a montré naguère Christian Habisch, en combattant une idée reçue, les Athéniens restèrent en bons termes avec les Ptolémées pendant tout le second siècle. Aussi n'est-on pas surpris de voir des princes, lagides, participer, dans les années 160 encore, à la fête quadriennale des grandes Panathénées, sinon personnellement, du moins en y faisant courir des gens de leur écurie, dans le concours hippique. Nous y reviendrons dans un prochain séminaire. En revanche, c'est une question encore ouverte que de fixer le moment à partir duquel les Athéniens, en tant que collectivité politique, entrèrent en relation avec les dynastes, puis rois de Pergame, dont on vient de rappeler qu'ils firent l'objet, en l'an 200, du plus grand honneur que la cité pouvait octroyer à un prince étranger, la création d'une tribu placée sous son quasi-divin patronage. Ces liens étaient-ils anciens? Remontaient-ils au début du règne du premier Basileus en titre, le roi Attale, arrivé au pouvoir en 241 avant Jésus-Christ, est devenu, au cours d'un long règne, l'un des monarques les plus influents de l'Anatolie occidentale. Un document a pu faire penser que dès les alentours de 229, les Athéniens avaient noué des contacts étroits avec un courtisan du roi Attale. En effet, sous l'archontat d'Héliodoros, traditionnellement daté de 229-8, c'est-à-dire de l'année immédiatement consécutive à la libération de la cité, un des créatiques, connu depuis longtemps, maintenant réédité sous le numéro 1136, honore un personnage dont le nom se terminait par les lettres Antos, probablement Phantos, Diophantos, etc., qui s'était montré utile aux Athéniens par le passé, en toute occasion, kai proteron en pantikairoi, se souciant de leur cité non moins que de la sienne propre, apparemment, tes Athénaion poleos frontizon uten eton et tes idias, et qui continuait à œuvrer pour eux à la cour d'un roi dont le nom, bien malencontreusement mutilé, commençait, vous le voyez, par un alpha paratou basileos A,
Qui était donc ce roi? Comme l'écrivent les nouveaux éditeurs dans leur plus beau latin, De regis nomine supplendo, il faut le restituer, dissentiunt viri docti. Les érudits sont partagés là-dessus. En faveur d'Attale, a paru plaider fortement le fait qu'au printemps 228, une année après la mort du roi Démétrios II, il n'y avait pas encore de Basileus en titre sur le trône macédonien, son successeur Antigone d'Ozon, n'étant alors que le tuteur épitropos d'un enfant mineur, le futur Philippe V. On avait certes jugé possible que le roi anonyme fût Antigone Gonatas, mort 10 ans plus tôt, en 239, ce qui impliquerait qu'à cet endroit encore, le décret rappelait des faits, ou les bienfaits, passablement anciens. Mais était-ce là une hypothèse raisonnable? De fait, les spécialistes de l'histoire de la dynastie pergaménienne ont été fortement tentés par la restitution Basileos Attalou, à première vue plus vraisemblable. Contre cette solution, toutefois, on a fait justement valoir l'absence de tout autre indice sur l'existence de relations diplomatiques entre Pergame et Athènes à une date aussi haute. Christian Habicht en particulier l'a repoussé dès 1982 dans ses Studien en faveur du supplément Basileos Antigonu. Et il a été suivi par Mme Sylvie Le Bohec dans sa thèse sur Antigone d'Ozon, roi de Macédoine, publiée en 1993, qui a montré que la régence, l'épitropia, exercée par ce prince, devait avoir été de bien plus courte durée qu'on ne l'admettait jusque-là. Aujourd'hui, il paraît clair que ce supplément n'est pas seulement préférable, comme le notent les nouveaux éditeurs, magis plaquette, mais qu'il est pratiquement assuré. Il aurait donc dû être introduit, ne serait-ce qu'avec un signe de doute, dans le texte même. Pourquoi? C'est d'une part que la chronologie des éponymes athéniens, à partir justement de cet archonte Héliodoros, a été abaissée d'une année suite à une étude tout à fait convaincante de Michael Osborne en 2008, dont les conclusions ont été adoptées dans le nouveau corpus. Autrement dit, le décret pour le courtisan anonyme doit être placé seulement au printemps 227, date à laquelle il est certain qu'Antigone d'Ozon portait déjà le titre de roi Basileus Antigonos. D'autre part, on sait désormais par une célèbre inscription trouvée à Xanthos en Asie mineure, la carte n'est pas celle de l'Asie mineure, vous le voyez, et publiée en 1988, que ce roi mena en Phocide et en Doride contre la puissante Ligue étolienne, peut-être à partir de la ville d'Oponte, une expédition victorieuse. Or, on constate qu'à la dernière ligne conservée du décret athénien, il est fait précisément mention des Étoliens. Vous l'avez. Tous Aetolus. Le personnage honoré avait donc dû jouer un rôle diplomatique de première importance en ce début d'année 227, où la guerre étolo-macédonienne s'était dangereusement rapprochée d'Athènes. N'oublions pas en effet que c'est alors aussi qu'eut lieu, suite à un raz-de-marée et à des séismes dont parle précisément l'inscription de Xanthos, l'incident de l'Arimna sur la côte locrido-béotienne, qui est rapporté par Polybe dans son livre 20, comme un événement tout à fait décisif pour l'avenir, dans la mesure où il amena les Béotiens à se rapprocher de la Macédoine, rapprochement politique qui, en dépit de quelques intermittences, devait durer pratiquement jusqu'à la dissolution de l'État fédéral béotien en 171 avant Jésus-Christ. Voisins immédiats des Béotiens, les Athéniens avaient nécessairement suivi de près les péripéties de 227 sur leur frontière nord. Le dossier des relations entre Athènes et le royaume de Pergame doit donc être débarrassé, une fois pour toutes, de ce décret de l'année 227. Avec Attale Ier, les Athéniens ont certes pu entretenir quelques rapports diplomatiques dès les années 220. Il n'est pas du tout exclu, il est même assez probable que ce roi ait compté au nombre des basileis anonymes
que l'homme politique Eurycleides de Képhysia, avant 215-210, était censé avoir ajouté au cercle des alliés de sa patrie, selon le décret pour ce personnage, tel que l'a restitué, on l'avait vu, Christian Habicht. Mais le véritable tournant dans les relations athéno-pergaméniennes fut l'alliance du roi Attale avec les Romains contre le roi de Macédoine à partir de 212, et surtout l'acquisition que le roi de Pergame put réaliser entre 210 et 206 de l'île d'Égine, qui était tombée un peu auparavant aux mains de la coalition romano-étolienne. Désormais donc, les Athéniens durent compter avec la présence dans l'île, toute voisine, d'un représentant de la monarchie attalide. Madame Ivana Savali-Lestrade commentera tout à l'heure le beau décret des Éginettes en faveur du plus célèbre de ces gouverneurs attalides, Cléon, citoyen de Pergame même. Mais celui-ci ne fut certainement pas, comme le montrera encore notre collègue, le premier à occuper ce poste de confiance. On connaît l'un de ses prédécesseurs, qui était aussi un micrasiate, mais Dionie, celui-là, Ichésios d'Éphèse. En l'occurrence, ce n'est pas un décret d'Égine qui nous a révélé son existence, mais chose intéressante, deux décrets fragmentaires émanant l'un de Mégare et l'autre d'Athènes. Cela montre d'emblée que ces gouverneurs attalides étaient des gens importants, non seulement pour les Éginettes eux-mêmes, mais également pour leurs voisins du golfe Saronique. Le décret de Mégare donne une indication capitale pour la date, puisqu'il précise que le personnage fut nommé par le roi Eumène, katastatheis, c'est un verbe technique, ep aiginas, upo, tu basileos, euménéos. Le règne de ce roi Eumène, il est vrai, a été très long. De l'année 197, quand il succède au roi Attale, frappé d'apoplexie au cours d'une tournée diplomatique en Béotie pour prêcher l'alliance avec Rome, à l'année 159, au mieux 158. Mais l'on a pensé devoir situer le décret de Mégare vers 175, juste avant, peu avant, que Cléon ne devienne à son tour gouverneur d'Égine. Il faut bien voir cependant que cette chronologie adoptée maintenant par Bardani et Tracy dans leur réédition du fragment athénien, sous le numéro 1384, on va le voir dans un instant, est assez fragile. Elle ne s'appuie en réalité que sur la conviction que le décret voté pour le gouverneur Ichésios doit prendre place dans une série d'honneurs accordés autour de 175 à la dynastie de Pergame. On connaît en effet, et depuis longtemps, un décret pour le propre frère d'Eumène, Philétaïros, c'est le numéro 1317, que la mention de l'archonte Sonikos permet de dater très précisément du printemps 174. Ce prince Philétaïros, qui portait le beau nom du fondateur même de la dynastie de Pergame, les Athéniens, après l'avoir fait citoyen, lui octroyèrent même une statue de bronze dans le sanctuaire d'Olympie, dont le socle a été retrouvé, c'est ici le numéro 641, Démos, vous voyez, Philétaïron, qualifié de Athénaïon. C'est en 175 aussi, ou très peu après, qu'Athènes honore le roi Eumène et ses frères dans un très long décret découvert à Pergame, sur lequel, je le montre en passage, sur lequel on reviendra à la fin de cette leçon. Il est donc incontestable qu'en cette année 174, qui allait voir les Romains prendre l'offensive contre le roi Persée de Macédoine, les Athéniens multiplièrent les marques de reconnaissance à ces puissants et très fidèles alliés de Rome qu'étaient les princes attalides. C'est ce que l'historien Maurice Holleaux, dans un mémoire où il démontrait précisément l'origine athénienne, étrangement méconnue jusque-là par tous les érudits du décret trouvé à Pergame, que vous avez sous les yeux, avait mis en lumière dès 1900
non sans ironiser quelque peu sur l'abondante série des décrets laudatifs que produisaient alors ces maîtres de la rhétorique, disait-il, qu'étaient les Athéniens. Pas de pergaméniens de marque, écrit-il dans son style inimitable, pas de fonctionnaires ou de familiers d'Eumène qu'il n'ait à son tour enguirlandé de phrases complimenteuses. Fin de la citation. Le décret pour le gouverneur Ichésios d'Éphèse, dont Hollo connaissait dès alors l'existence, mais pas encore le texte publié en 1912 seulement par Adolphe Wilhelm, pourrait assurément faire partie de cet ensemble des alentours de 175. Mais il ne serait pas de bonne méthode d'exclure a priori une date plus précoce, puisque le roi Eumène eut d'emblée de bonnes relations avec Athènes. Rien n'indique au surplus que cet Éphésien ait été à Égine le prédécesseur immédiat du pergaménien Cléon, entré en fonction, notre collègue le dira encore, ou plutôt vers la fin des années 170 ou 160. En faveur d'une date plus haute, on relèvera d'abord que cet Ichésios pourrait ne faire qu'un, chose qui ne paraît pas avoir été notée jusqu'ici, avec un compatriote homonyme, apparu naguère comme monétaire, le monétaire ici est un autre Nicône, mais c'est la même série, comme monétaire sur une émission de drachme d'Éphèse, au type de l'abeille, au droit, et de la biche, vous le voyez, au revers, appartenant à un groupe datable du tout début du IIe siècle, ainsi qu'il ressort d'une étude du numismate Philip Kins, 1999. En tant que monétaire, dans une grande cité comme Éphèse, qui fut attribuée à Eumène en 189 par le traité d'Apamée, Ichésios aurait pu attirer très tôt l'attention du roi de Pergame. D'autre part, c'est à tort que l'on considère le décret de Pergame pour le même personnage comme étant nécessairement postérieur à l'année 192. Certes, il témoigne clairement de l'abandon des institutions béotiennes dans cette cité au profit de magistratures de type achéen, puisque ce ne sont plus les polémarques qui ont présenté le projet de décret, mais les sunarchiae, un ensemble de magistrats attestés dans d'autres cités de la confédération achéenne cette fois. Mais les Mégariens n'ont pas attendu, en réalité, l'année 192 pour quitter ce koinon béotien auquel ils avaient adhéré, on s'en souvient peut-être, par nécessité, en 224 avant Jésus-Christ, dans une période critique qui avait été évoquée. En réalité, je pense, leur sécession brutale dut survenir en l'an 206 déjà. Le décret de Mégare pourrait donc fort bien remonter aux toutes premières années du IIe siècle. La paléographie de ce document, dont on peut désormais juger grâce à une étude récente de M. Adrian Robbou, ancien assistant, est tout à fait compatible avec une date haute. Il en va de même du fragment athénien, réédité maintenant sous le numéro 1384 du Nouveau Corpus. L'inscription elle-même n'offre guère de prise à une datation précise, puisque la formule d'octroi de la citoyenneté, toute la seconde partie du décret, est conforme à la phraséologie attestée depuis la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ. La stèle est l'œuvre, chose curieuse, d'un graveur inconnu que Stephen Tracy considère même comme étranger à l'Attique. Aurait-il alors été un artisan venu d'Égine que le gouverneur de l'île aurait mis à la disposition des autorités athéniennes, peut-être à l'occasion d'une visite royale. On sait en tout cas, par Tite-Live, dans son livre 35, chapitre 39, qu'en 192, bien peu de temps donc, avant l'expédition d'Antiochos III en Grèce à l'appel des Étoliens, adversaires de Rome, le roi Eumène vint en personne à Athènes pour raffermir les Athéniens dans leur fidélité, alors chancelante, à la cause romaine. Cette visite solennelle
put donc être l'occasion d'honorer quelques-uns de ses agents, comme cet Ichésios, dont on se plaisait à louer la bonne conduite à l'égard d'Athènes, depuis qu'il avait reçu le gouvernement de l'île voisine. Du même coup, les Athéniens faisaient l'éloge du roi lui-même, en relevant in fine, comme le laissent voir les considérants très mutilés tout au début, le gouverneur s'étant montré digne de la confiance mise en lui par eux-mêmes, empistei, tout basileos eumenou. Une chose à tout le moins est certaine, c'est que dès le tournant de l'année 200, les proches du roi de Pergame ont pu être considérés comme des bienfaiteurs d'Athènes et honorés en conséquence. Il est vrai que le plus ancien décret de la série, réédité sous le numéro 1261, ne doit plus être daté de 197, année même de l'avènement d'eux-mêmes, comme le pensait encore Christian Habicht en 1990 dans une intéressante étude publiée en anglais, puis rééditée d'abord en allemand, puis rééditée en anglais, sur Athènes et les Attalides au second siècle avant Jésus-Christ. Car l'archonte Phanarchides s'est révélé depuis être l'éponyme de l'année 193-2, comme le montre cette taboula, la dernière en date, des archontes athéniens. Mais en l'occurrence, cette petite rectification importe assez peu, puisque le décret lui-même atteste de toute façon que le personnage honoré avait non seulement hérité de ses ancêtres, diaprogonones, le dévouement qu'il manifestait à l'égard de la cité, mais qu'il avait entamé sa carrière de bienfaiteur, si l'on peut dire, dès l'époque du roi Attale, dont on lit encore le nom, vous le voyez, à la ligne 15, Basileus Attalos. De fait, c'est bien auparavant qu'il avait dû arriver à Athènes en tant qu'ambassadeur sacré de sa patrie, Théoros, peut-être pour les grandes panathénées de l'année 202, puisqu'il est question ensuite de la ville et du Pirée, to astu kaiton peiraea, les deux poleis dont le personnage dut contribuer à assurer le salut, soteria, contre les menaces du roi Philippe V en l'année 200. Ce bienfaiteur anonyme n'était pourtant pas un chef de guerre. S'il avait séjourné à Athènes, un temps assez long, était pléio ou chronon pléio, la restitution s'impose, quel que soit le mot, c'était pour sa formation philosophique. Tes kataphilosopheian paideas eneken, auprès des maîtres d'une de ces écoles qui faisait toujours d'Athènes le centre de la vie intellectuelle. On sait que le roi Attale Ier fit preuve de générosité à l'égard de l'académie fondée par Platon en finançant l'aménagement d'un jardin appelé l'Acudéion, du nom du scolarque d'alors, l'Acudes de Cyrène, successeur du philosophe Arcésilas de Pithanée en Néolide. Ça se trouve chez Diogène Laërce, livre 460. Et cette ville de Pithanée était une cité du royaume de Pergame. Mais Diogène Laërce rapporte aussi que Lachides déclina une invitation du roi. Il valait mieux se tenir un peu à l'écart. Grâce à cet auteur, on connaît également le nom du philosophe Euandros, que mentionne précisément notre décret, ligne 13, vous le voyez, dans un contexte, il est vrai, malaisé à restituer. Ton Euandrou scolaston ou scolasticone. On notera au passage que le substantif scolastes ou l'adjectif scholastikos, qui le plus souvent a un sens dépréciatif dans la littérature grecque, sens de désœuvré, oisif, était certainement utilisé ici en bonne part, celui qui met son loisir à profit pour l'étude. Or, cet Euandros était lui aussi un homme venu de l'Asie mineure, Attalide, puisqu'il était né à Phocée. Il y avait ainsi à Athènes, vers 200, tout un cénacle
de penseurs liés à la monarchie attalide. Le personnage honoré pourrait dès lors avoir été le propre successeur de Andros à la tête de l'Académie, Egésinous de Pergame, qui fut à son tour le maître de Carnéade, le plus connu des trois philosophes appelés à s'illustrer à Rome lors de la fameuse ambassade athénienne de 155. Cette hypothèse, déjà ancienne, impliquerait qu'après un premier séjour à Athènes, Egésinous revint s'établir dans sa patrie, Eisten Idian, lorsqu'Attale était toujours sur le trône, donc avant 197. La partie manquante du décret pouvait évoquer l'activité d'Egésinous quand, dès les premières années du règne d'Eumène, donc, et avant le vote des honneurs en 192, il vint prendre la tête de l'Académie pour une assez longue période. Mais tout cela est quand même hypothétique, bien entendu. D'autres documents, à peine postérieurs, témoignent de l'intensité des relations nouées entre Athènes et la cour de Perga. Bien qu'il s'agisse de décrets publiés depuis longtemps, l'enseignement que l'on peut en tirer est neuf dans la mesure où leur datation a été sensiblement modifiée. 3 décrets ont en commun d'avoir été votés sous le même éponyme, à savoir Akaios. Or, pendant longtemps, cet archonte fut placé de façon unanime vers la fin du règne d'Eumène, en 165, 166, 5. Mais il découle des études menées en ces dernières décennies par Stephen Tracey que le dit Akaios doit en réalité remonter de manière tout à fait certaine à l'année 190-89, comme il apparaît sur ce tableau. La perspective historique s'en trouve forcément un peu changée. De fait, Christian Habicht a aussitôt pu montrer que les honneurs octroyés à ces personnages doivent être mis en relation avec les événements bien connus des années 191-190, à savoir la guerre contre Antiochos d'abord en Grèce même, lors de l'expédition de ce roi à l'appel des Étoliens, puis en Asie, jusqu'à sa défaite retentissante à Magnésie du Sipyle 2 ans plus tard. Je n'examinerai pas ici de plus près ces documents réédités, maintenant sous les numéros 1269, 1270 et 1272, sauf pour signaler que l'un des personnages honorés par les Athéniens sous l'archontat d'Akaios doit avoir joui d'une certaine notoriété puisqu'il est présenté comme Ménandros Pergamenos, sans patronyme. Il est loué pour avoir conservé auprès d'Eumène sa Kalogagatia pour les Athéniens. De fait, on a reconnu en lui, d'assez longue date, le médecin du roi, dont fait mention le lexique encyclopédique dit de la Souda ou Suidas, en le rangeant parmi les Sunontes, les courtisans d'Eumène. Aussi jugera-t-on probable que ce praticien avait accompagné le souverain lors de sa visite à Athènes en 192. C'est un problème plus délicat que pose un autre décret fragmentaire, en rapport toujours avec les Attalides, voté, lui, sous l'archontat de Tikandros, Epitikandrou Archontos. Ce document illustre de façon exemplaire, me semble-t-il, les incidences que peuvent avoir, y compris pour la connaissance de la grande histoire, les progrès réalisés dans le domaine de la chronologie attique. Une fois de plus, l'on a affaire à un bienfaiteur très probablement pergaménien, mais qui doit rester pour le moment dans l'anonymat, en dépit de la notoriété qu'il devait avoir, puisqu'il est qualifié de familier du roi Eumène, Oikeios on, tu Basileos Eumenou. Donc le numéro 1257. L'inscription paraissait devoir appartenir à l'extrême fin du règne très long de ce roi, car une information fournie à la ligne 10, juste avant la cassure, semblait indiquer qu'au moment du vote du décret,
le monarque venait d'abandonner le pouvoir royal, le laissant à son successeur, Kai Nun Eumenou Ten Arken, bien conservé, avec un participe tel que Katalipontos ou Paradontos to Adelpho Atalo, ayant laissé ou transmis le pouvoir à son frère Attal, donc au roi connu sous le nom d'Attal II, qui succéda effectivement à Eumène en 158. Aussi, les spécialistes de la chronologie attique ont-ils été enclins, jusqu'à une date très récente, à faire de l'archonte Tukandros, qui donne ce décret, l'éponyme de la dernière, ou plutôt avant-dernière, année du règne d'Eumène, soit 160-159. Mais deux découvertes, après d'un siècle d'intervalle l'une de l'autre, ont apporté des informations nouvelles sur l'époque de cet éponyme, obligeant, ou de moins invitant, les historiens à chercher d'autres solutions aux problèmes posés par ce passage énigmatique du décret pour le familier d'Eumène. Le premier tournant a été marqué par la découverte, dans les fouilles françaises de Délos en 1903, d'un autre décret athénien, vous voyez ici un estampage, beaucoup plus considérable, mentionnant cet archonte Tukandros, ou plutôt, ce qui revient exactement au même, le secrétaire Kataprutanéian, un Athénien du dème de Marathon, en charge pendant l'année de l'éponyme en question. En 1921, dans son choix d'inscription de Délos, Félix d'Urbach donna de cet important décret une réédition assortie d'une traduction, c'est celle que vous avez, et d'un commentaire qui mérite toujours beaucoup de considération pour qui veut comprendre l'arrière-plan historique du document, à savoir le règne assez tumultueux du roi du Pont, Pharnace Ier, ou Pharnace III, comme on dit aujourd'hui, qui s'y trouve effectivement honoré avec sa jeune épouse, la reine Nisa, une princesse séleucide, on y reviendra. En effet, dès 1906, l'épigraphiste français avait établi, par des arguments qui paraissaient très solides et qui avaient reçu l'approbation de l'immense savant que fut Wilhelm Dittenberger, qu'entre les 4 datations envisageables pour cet archonte Tukandros à l'intérieur du long règne d'Eumène, soit 196, 5, 184, 3, 172, 1 et 160, 59, l'intervalle de 12 ans entre chacune d'elles étant la conséquence de ce que l'on appelle la loi de Ferguson, ou cycle régulier des 12 tribus tel qu'il se manifeste à travers la succession justement des secrétaires athéniens, d'Urbach, disais-je, avait montré que s'imposait, du point de vue cette fois de l'histoire du roi Pharnace, la date de 172-1, même si elle pouvait créer quelques difficultés dont ce savant était bien conscient. Comment expliquer en particulier qu'à cette date, les Athéniens aient pu faire dresser à Délos, c'est ça, vous voyez, Icona Calken, un Endelo, sans demande explicite d'autorisation, dressé donc un décret et même de statut, puisque leur mainmise sur l'île ne date, on le sait, que de l'année 167. D'autre part, que faire du Kai Nun Eumenou Ten Arken dans l'autre décret de l'archontat de Tukandros, puisque le roi Eumène, en 172-11, était encore bien loin de sa mort ou de son abdication. Fallait-il y voir la mention assez insolite d'un intérim, le roi ayant confié pour un temps seulement la royauté à son frère Attal? Mais ces difficultés semblaient de peu de poids vis-à-vis des avantages que comportait la datation retenue. Aussi d'Urbach pensait-il pouvoir, en 1921, maintenir sans le moindre embarras, comme il l'écrit,
toutes ces conclusions. Il y eut cependant de fortes résistances à les accepter. Les Déliens eux-mêmes, je veux dire les spécialistes de l'épigraphie délienne en l'occurrence, s'y sont toujours opposés. À commencer par Pierre Roussel, dans son maître-livre de 1916, Délos, colonie athénienne, puis dans le recueil des inscriptions de Délos en 1937. Beaucoup plus récemment, dans une autre belle synthèse portant, elle, sur Délos indépendante, l'historienne Claude Vial ne souffle mot du décret d'Athènes pour Pharnace, considérant donc elle aussi de manière implicite que ce document n'a rien à voir avec l'histoire de Délos avant 167, car la date, j'ai omis de le dire, la date prônée par Roussel et par tous les spécialistes par ailleurs est celle de 160-59. De fait, en 1992 encore, et très explicitement cette fois, l'épigraphiste Jacques Tréheux prend parti pour l'année 160-59 en éditant, avec grand soin, l'index des étrangers dans les inscriptions de Délos. De fait, c'est à ce parti que se rallièrent pratiquement tous les spécialistes jusqu'à la fin du XXe siècle, comme il est facile de le vérifier en divers recueils et répertoires. Du point de vue de l'histoire atticodélienne, la date de 160-59 était assurément la plus aisée à accepter, car alors Délos se trouvait depuis 8 ans sous la domination des Athéniens, qui pouvaient donc faire dresser à leur guise toute inscription en n'importe quel point de l'île. Mais cette datation basse pouvait-elle être admise au regard de ce que l'on sait ou devine du règne de Pharnace? Pharnace premier, encore une fois, 3, comme on le désigne plus souvent maintenant. Ici, la chronologie de Durbach semblait a priori plus probable. Comme l'écrivait cet épigraphiste, fixé en 172, le décret s'adapte à merveille aux circonstances qui nous sont connues par ailleurs du règne de Pharnace. Fin de la citation. Polybe nous fournit en effet quelques informations, à vrai dire discontinues, sur ce roi Pharnace qui eut maille à partir en Asie mineure avec son puissant voisin de Pergame. Sa première apparition dans l'histoire, chez Polybe, remonte à 183, avec son coup de force sur la ville grecque de Sinope, sur le pont Euxin, suivi d'autres conquêtes en direction de la Cappadoce, de la Galatie, de la Bithynie et même de la rive nord du pont Euxin, en particulier vers la ville de Chersonèse en Crimée, pour laquelle on possède un très important traité de paix conclu avec ce roi turbulent qui est comme une préfiguration du redoutable Mithridate VI Eupator, son bien fameux petit-fils. La politique impérialiste de Pharnace finit par provoquer une hostilité assez générale, y compris de la part des Romains, encore que ces derniers se fussent abstenus d'intervenir en dépit de leur qualité d'alliés d'Eumène de Pergame et de suzerains, en quelque sorte, de l'Asie mineure, depuis le traité d'Apamée. C'est seulement en 179 que le roi du Pont est contraint de négocier, dans le cadre d'un traité multilatéral dont les clauses sont indiquées par Polybe en son livre 25-2. Pharnace doit verser de lourdes indemnités de guerre, près de 1200 talents d'argent. Voilà qui expliquerait suffisamment que vers 172 encore, les ambassadeurs d'Athènes aient eu tant de peine à obtenir du roi Pharnace autre chose que de vagues promesses, alors que le souverain s'était visiblement engagé à leur faire un don considérable, ou du moins à leur verser en priorité les arrérages de la dette qu'il avait ainsi contractée envers Athènes. Situation complexe, on le voit,
où les Athéniens devaient faire preuve de beaucoup de doigté pour ne pas indisposer ce monarque désargenté, mais potentiellement généreux, qui, au beau jour de son règne, leur avait probablement fait miroiter le financement d'un grand bâtiment public. Peut-être a-t-on pensé le portique dit du milieu sur l'agora d'Athènes, Middle Stoa, un autre portique ayant été offert vers la même époque par Eumène de Pergame, avant que son frère Attale ne fasse construire aux environs de 150 le grandiose portique d'Attale, restauré à grands frais par les archéologues américains. Si le décret d'Athènes pour Pharnace devait être placé en 172-1, cela prouverait que le roi du Pont était non seulement toujours vivant à cette date, même s'il n'allait pas trop bien au point de vue de ses finances, Kaiper ouc eukairon, dit le texte en ligne 17, et une indication tout de même assez peu banale dans un décret honorifique, mais qu'il faisait preuve encore de quelque vigueur sur le plan matrimonial, puisque la seconde partie du décret, ligne 27 et suivante, nous enseigne que, de surcroît, était parvenue à Athènes la réjouissante nouvelle, epei dekai pros angelentai, de son mariage avec la princesse Nysa, fille du roi Antiochos et d'une reine Laodice, ten Basilisan, Nisan, sun oikekenai, toi Basilei, Pharnakei. D'où justement les honneurs rendus également à cette reine toute fraîchement épousée. Une statue de bronze à côté du celle du roi, ce qui augmentait certes un peu la dépense, mais que de générosité on pouvait escompter à l'avenir d'un tel souverain flanqué d'une telle reine. Ce n'est donc pas, semble-t-il, un roi tout à fait au bout du rouleau que les Athéniens sont venus solliciter avec tant d'espoir de retour sur investissement. Une autre conséquence de la datation prônée par d'Urbach, c'est que les Athéniens auraient honoré Pharnace, ennemi ou du moins ancien adversaire du roi Eumène, dans un contexte international très critique, quand les Attalides se trouvaient embarrassés face à la tournure prise par la guerre que Rome menait contre le roi Persée de Macédoine. Dès ce moment-là, Eumène s'était attiré l'antipathie des Achéens, qui, au dire de Polybe, livre 27-18, bien informé évidemment sur les faits et gestes de ses compatriotes, allèrent jusqu'à abroger les honneurs éclatants qu'il lui avait votés autrefois, procédant à une espèce de damnatio memoriae. Y aurait-il eu à Athènes, vers le même temps, aux dépens d'Eumène et en faveur de Pharnace, un semblable retournement? Mais le décret voté sous ce même archonte Tucandros pour un familier du roi Eumène ne semblait pas favorable à cette induction. En réalité, une telle hypothèse n'a plus de raison d'être. Le problème de la date du décret pour le roi Pharnace et la reine Nysa a en effet été entièrement renouvelé, et dans un sens totalement inattendu, par une découverte faite en 1991 à Athènes même. Cette année-là, les fouilleurs américains mettent au jour sur l'agora d'Athènes donc une stèle complète qui n'est autre que le décret pour les éphèbes que nous avons lu partiellement la semaine dernière en séance de séminaire. Décret resté inédit, je le rappelle, jusqu'à l'apparition du tout récent corpus attique de 2012. C'est donc le numéro 1256. Mais d'emblée, l'un des futurs éditeurs avait compris l'importance chronologique du nouveau document, daté précisément du même archonte Tucandros, epi Tucandrou archontos, même archonte que dans les deux documents
examiné il y a un instant. En connaisseur averti qu'il est de la gravure des documents attiques, Stephen Tracy observe que le lapicide de la nouvelle inscription est un artisan à qui l'on peut attribuer la gravure de plusieurs stèles, s'échelonnant de l'année 199 à l'année 174. Il lui donne le nom de graveur de IG2 de 1326, décret d'une association de dionysiastes datant de 176-5 Archonta d'Hippacos. Cette attribution approximative était certes compatible à la rigueur avec la datation de 172-1 défendue par Durbach pour le grand décret trouvé à Delos. Elle excluait complètement, en revanche, celle beaucoup plus répandue de 160-159 qui avait été adoptée par tous les spécialistes de la chronologie attico-délienne. Mais il y a mieux. La nouvelle inscription, composée de deux décrets bien distincts, faisait voir que l'archonte Tucandros avait pour prédécesseur immédiat un archonte inconnu jusque-là, Sosithélès, et que le successeur à une année près de cette paire d'archontes était un certain Archippos, nouveau lui aussi. Or, il n'y a pas de place pour loger ces trois messieurs aux alentours de 172, ni non plus 12 ans après, vers 160. Et il n'y en a pas davantage vers 184, autre date théoriquement possible à l'intérieur du règne d'Eumène, selon le cycle des secrétaires athéniens. Dès lors, force est de songer à la plus haute datation admissible en vertu de ce double critère chronologique, soit l'année 196-5. Et solution qui avait été envisagée par certains érudits dès le début du XXe siècle. À première vue, se dresse un obstacle insurmontable. Depuis 1936, en effet, cette année 196-5 est attribuée avec confiance à l'archonte Chariclès, lequel, on s'en souvient peut-être, est l'éponyme en fonction lorsque les Athéniens votèrent leur fameux décret pour qu'Éphisodoros, l'ambassadeur d'Athènes auprès du Sénat à la veille de la victoire des Romains sur le roi Philippe V. Mais on l'a rappelé la semaine dernière, que cette datation du décret pour qu'Éphisodoros était en réalité sujette à caution. Peu importe ici que l'archonte Chariclès soit attribuable à l'année 184-3, comme le pensent en particulier les nouveaux éditeurs, en fonction de ce tableau, ou qu'il faille au contraire, comme je l'ai proposé ici même, remonter la date de Chariclès jusqu'à 200-199, avec toutes les conséquences que cela aurait pour la carrière de cet homme d'État et pour les relations romano-athéniennes. Ce qui compte en l'occurrence, c'est que l'année 196-5 soit actuellement libre ou libérée pour accueillir le malheureux Tucandros, cet archonte ballotté depuis plus d'un siècle entre les deux termes extrêmes du long règne d'Eumène de Pergame. Proposé par Stephen Tracy donc, dès 1992, adopté maintenant sans signe de doute dans le corpus, cette nouvelle datation, très séduisante, il faut le reconnaître, aurait d'importantes répercussions à divers niveaux. D'abord, c'est une restitution plus satisfaisante que l'on pourrait faire de la ligne 10 du décret pour le familier d'Eumène, le numéro 1257, car il suffirait d'écrire Kai nun eumenou tenarchen paralabontos paratou patros, comme l'a suggéré Christian Habicht fort récemment, et maintenant Eumène, ayant reçu de son père le pouvoir royal, formule pour laquelle on peut alléguer bien des parallèles, par exemple dans le décret en l'honneur de Callias de Sphétos, pour Ptolémée II succédant à son père Ptolémée Sodère, Kai paralabontos, ten basileian, tu Ptolémaiou, tu neuterou basileos. La première phase donc de l'activité de ce courtisan se serait déroulée avant même l'accession d'Eumène au trône de Pergame,
La mention du titre royal ne ferait pas de difficulté, car du vivant d'eux-mêmes, les Athéniens étaient tenus d'utiliser le terme basileus pour le futur roi, déjà associé du reste au pouvoir par son père Attale Ier. Voté en 196 ou 195, le décret daterait ainsi du lendemain du changement de règne survenu en 197. D'autre part et surtout, la nouvelle datation serait d'un intérêt capital pour la chronologie du règne de Pharnace, comme certains historiens l'ont déjà signalé. Au lieu de n'apparaître qu'en 183, à propos de ses démêlés avec ses voisins, ce souverain ferait son entrée dans l'histoire 12 ans plus tôt. C'est donc vers 200, en tout cas bien avant de faire de Sinope sa nouvelle capitale, que ce souverain aurait pris des engagements auprès des Athéniens, alors en but à l'attaque de Philippe V, pour rivaliser peut-être avec Attale, qui recevait d'eux, on l'a vu, en l'an 200, précisément, des honneurs quasi divins avec la création de la tribu Attalis. Et c'est vers 197 déjà, dans sa jeunesse par conséquent, et non pas un quart de siècle plus tard, ou même en 160 seulement, qu'il aurait épousé la fringante Nysa, fille du roi Antiochos le Grand, alors au sommet de sa gloire. Et son épouse de Antiochos III étant la désormais bien connue reine Laodice, qui était d'ailleurs de souche pontique. Au lieu que, par le passé, on était contraint de faire de cette princesse, si on montre un tableau des Séleucides, une fille totalement inconnue par ailleurs, du roi Antiochos IV. La nouvelle du mariage de Pharnace vers 198, avec cette princesse séleucide sans doute bien dotée, aurait été d'autant mieux accueillie à Athènes que les affaires de Pharnace s'étaient détériorées entre-temps, d'où les efforts des Athéniens pour obtenir au moins une part des sommes promises, en lui faisant miroiter un traitement en rien inférieur à celui des autres rois. Ligne 51, Méténos, Katadéestéron, Tone, Alone, Basiléone. Ce qui paraît être une claire allusion aux honneurs quasi divins octroyés précédemment à Ptolémée, puis surtout à Attale. Mais là ne s'arrêteraient pas les répercussions du réajustement opéré dans la chronologie attique. Il faudrait désormais admettre une date beaucoup plus précoce pour la mort de Pharnace, qui aurait pu disparaître en fait dès 171, d'où le sévère bilan que Polybe paraît faire à ce moment-là de l'œuvre de ce roi, bien peu respectueux du droit, dit-il, livre 27, chapitre 17. Enfin, la date indiquée dans le traité entre Pharnace et la ville de Chersonèse, soit la 150e année, ne devrait plus être calculée, comme on le fait le plus souvent aujourd'hui, d'après l'ère des Séleucides, commençant en 312, puisque cela entraîne une datation très tardive, en 155 seulement, qui implique à son tour un règne trop long. Il faudrait en revenir à une ère pontique, débutant avec la fondation de la dynastie vers 336, qui autorise une datation plus vraisemblable aux alentours de 179. On voit ainsi que la nouvelle datation a beaucoup pour elle, y compris sur le plan d'ailleurs de la prosopographie attique, puisque l'un des 3 commissaires athéniens désignés pour la mise en place des 2 statues royales à Délos, Léone du dème d'Aixonais, ne fait certainement qu'un avec un homme politique bien connu, âgé alors d'environ 58 ans, on connaît l'année de son éphébie, qui devait s'illustrer en 192 par sa fidélité à l'alliance romaine et peu après dans une ambassade à Rome même pour plaider la cause des Étoliens vaincus.
Il reste néanmoins une difficulté, qui n'est pas rédhibitoire, certes, mais qui ne saurait être escamotée. C'est le fameux problème, soulevé d'emblée par Pierre Roussel et d'autres spécialistes de l'épigraphie délienne, de l'exposition du décret athénien pour Pharnace à Délos, sans parler des deux statues royales, alors que cette île, en 196-5, était encore absolument indépendante d'Athènes. Stephen Tracy n'a pas cru devoir s'attarder beaucoup sur ce point, puisque d'Urbach, grand connaisseur s'il en est des choses déliennes, avait déjà jugé admissible une pareille entorse aux usages diplomatiques. Mais la désinvolture, au moins apparente, des Athéniens vis-à-vis des autorités de Délos est-elle plus facile à expliquer en 196-5 que 25 ans plus tard? Il se pourrait de fait qu'au lendemain de la défaite du roi Philippe de Macédoine, les Athéniens aient espéré obtenir du Sénat une récompense pour leur appui, certes modeste, à la cause romaine. Aurait-on ici un nouvel indice qu'ils comptaient dès alors remettre la main sur cette île dont ils n'avaient jamais accepté la perte? Un passage de Polybe, livre 30-20, déformé chez Tite-Live, au livre 33, pourrait justifier une telle hypothèse. Il vaut mieux, cependant, chercher l'explication ailleurs, dans l'existence de liens privilégiés entre la dynastie du Pont et Délos. On y connaît en effet des monuments pour d'autres membres de cette famille. Ainsi, une statue érigée pour la princesse Laodiké, qualifiée de sœur du roi Pharnace, et de Mithridate, c'est le futur Mithridate IV. L'inscription est certes rangée dans les documents de la période athénienne en fonction de la date usuelle attribuée au décret pour Pharnace, mais elle pourrait maintenant devoir remonter avant le tournant de 167, le règne de Pharnace ayant sans doute pris fin, on l'a vu, dès 171, avant l'attribution de Délos à Athènes. Plus tard, le propre fils de Pharnace, on a encore une autre inscription sur laquelle je passe, qui est clairement de l'époque délienne pour le roi Mithridate V. On connaît, en outre de ce souverain, Mithridate V, une émission monétaire d'argent, représentée actuellement par un unicum au cabinet numismatique d'Athènes, montrant au droit l'effigie royale et au revers une statue de type archaïque où, dans un article de 1978, Louis Robert sut reconnaître la vieille statue cultuelle de l'Apollon de Délos, tenant l'arc de la main gauche et portant surtout les trois charites sur la droite, image qui fut ensuite reprise à Athènes même dans une série de drachmes stéphanéphores. On est donc amené aujourd'hui à se demander si Pharnace lui-même n'aurait pas financé quelque entreprise dans le sanctuaire d'Apollon vers l'an 200 déjà, à l'époque où Délos était encore indépendante, lorsque les Athéniens manifestèrent l'intention d'honorer ce roi. Pharnace leur aurait fait savoir que sa statue pourrait se dresser à Délos, donc au cœur de l'Égée, et c'est lui qui, dès lors, aurait traité directement avec les Déliens sur le choix d'un emplacement approprié, dispensant du même coup les Athéniens d'avoir à solliciter la permission de placer la stèle du décret para tas eikonas près des statues, comme il est dit en ligne 42. De fait, c'est dans le portique de Philippe, là, en bordure du hiéron d'Apollon, qu'a été mise au jour cette inscription remarquable. Une découverte d'importance comparable par laquelle je finirai, et pour l'histoire des relations d'Athènes avec les monarchies hellénistiques au début du second siècle, fut celle d'un décret athénien à Pergame même, dans les fouilles allemandes de 1884. Et elle se trouve toujours à Berlin, elle se trouve aujourd'hui à Berlin.
Privé de tout préambule en raison de la mutilation de la pierre, ce décret n'a pas été d'emblée reconnu comme attique. Il fallut attendre, on l'a dit, qu'au terme de ses plus brillants mémoires, Maurice Holleaux eut déployé tous ses talents d'analyste pour que fût rendue évidente l'origine athénienne de ce document, où sur plus de 60 lignes, le nom d'Athènes ne figurait à aucun moment. Les nouveaux éditeurs n'ont pas manqué de rendre hommage, dans leurs commentaires, à la perspicacité de ce savant, Decretum Atheniensium sagaciter evinxit Holleaux, tout à la fin. Il n'y a pas lieu de reprendre ici ces arguments, puisqu'ils ont emporté la conviction générale. Mais il est bon de prendre conscience que la difficulté de la tâche venait de ce que le texte paraissait de prime abord tout entier tourné vers l'Orient, sans la moindre référence à la Grèce continentale. Dans une première section, en effet, qui correspond à la fin des considérants, on a le récit très circonstancié, passablement rhétorique aussi, de la manière dont les souverains de Pergame parvinrent à installer le prince Antiochos sur le trône de Syrie à la mort de Séleucos, Métalaxanthos Séleucou. Puis, après une formule ortative, elle-même assez alambiquée, la formule probulomatique très caractéristique des décrets athéniens, viennent les décisions prises qui sont une nouvelle occasion de rappeler les bienfaits rendus au roi Antiochos, en faisant l'éloge non seulement du souverain de Pergame en personne, mais également de son frère Attale, associé de près au pouvoir, ses deux frères cadets, Philétaïros et Athénaïos, sans oublier le défunt père Attale et la toujours vivante reine-mère Apollonis, un superbe tableau de famille, on le voit, que les auteurs du décret veulent pérenniser par la gravure de 3 stèles, dont l'une sera placée sur l'agora près des statues du nouveau roi Antiochos, honoré donc déjà par la cité. La seconde dans le sanctuaire d'Athéna, Niképhoros, c'est la stèle trouvée à Pergame, et la troisième dans le sanctuaire de Daphné près d'Antioche, c'est-à-dire Antioche de l'Oronte, capitale des souverains séleucides, d'où l'attribution qui fut faite du décret par les inventeurs à cette ville syrienne. Or, la preuve, si besoin était, que ce morceau de bravoure émanait bel et bien d'Athènes est venu en 1982 avec la publication d'un petit morceau d'inscription trouvé peu auparavant sur l'Agora, qui certes n'était pas l'exemplaire athénien, c'était trop beau, du décret pour les princes de la maison de Pergame, mais le reste d'un décret pour un Antiochos, qui, sans être roi lui-même, était qualifié de fils du roi Antiochos et frère de Séleucos, le roi, un grand prince donc, qui dès avant d'accéder au trône de ses ancêtres, avait hérité de leur bienveillance à l'égard d'Athènes. Or, ce document était datable très précisément de l'année attique 178-7. C'était une nouvelle pierre apportée donc à l'histoire des relations entre Athènes et la monarchie séleucide, et plus précisément un épisode assez romanesque mais fort instructif de cette histoire. Les aventures du futur Antiochos IV, second fils de ce grand roi Antiochos que les Romains vainquirent à Magnésie et qui mourut en 187. Car le jeune Antiochos, dès 188, avait été envoyé comme otage à Rome, mais à une date que l'on peut désormais fixer aux alentours de 178, il put enfin quitter l'Italie, s'établir à Athènes, n'ayant visiblement pas le désir de retourner en Syrie où régnait son frère aîné, le roi Séleucos IV. C'est seulement en 175, quand lui parvint la nouvelle de l'assassinat de ce monarque, qu'il fut contraint de dire à ses hôtes « Je quitte le séjour de cette aimable Athènes », en parodiant d'avance l'exorde de la Phèdre de Racine, et c'est alors que le roi Eumène et toute la fratrie de Pergame s'employèrent personnellement à le mettre sur le trône de ses ancêtres, mais de son séjour sur leur ville, les Athéniens devaient garder un très vif souvenir, car cet Antiochos fut de tous leurs bienfaiteurs le plus généreux et aussi, à n'en pas douter, le plus excentrique, comme on le verra encore. Je vous remercie.